si nous existons aujourd'hui, et il y a une pléthore d'associations évidemment qui existent, ce n'est pas parce que nous avons décidé de sauver le monde. Non, nous existons aujourd'hui même pas pour guérir. Nous existons aujourd'hui pour, comme je le disais tout à l'heure, maintenir ce système. Nous existons aujourd'hui pour réparer les catastrophes sociales qui ont eu lieu au cours de ces 30, 40, 50 dernières années suite à des choix politiques désastreux. Et donc aujourd'hui, on en est là. Moi, je nous vois vraiment, encore une fois, comme le dernier filet de sécurité pour beaucoup de personnes. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui ont dit « Non, on doit fermer une des unités de pédiatrie ou de psychiatrie pour les adolescents parce qu'on nous impose de l'extérieur de l'affecter à du Covid. » On a eu des jeunes qui ont dû sortir du jour au lendemain de leur unité psychiatrique parce qu'on a fermé un lit sur 2 et qui ont dû rentrer en famille alors que ce n'était pas leur place et on n'avait pas d'autre chose à leur proposer. Ici, c'est plein de logements sociaux. Les logements sociaux, ils sont souvent très petits. Les logements sociaux, ils sont aussi très mal insonorisés. Donc la vie des autres, quand tout le monde est confiné, déjà elle fait du bruit à l'ordinaire, mais quand tout le monde doit passer 24 heures sur 24 au même endroit, le bruit devient permanent en plus d'être ordinaire. Et parfois le bruit, il monte parce que parfois la tension monte dans la famille, parfois elle préexistait au confinement, parfois il y avait déjà de la violence avant le confinement. Donc on a vu des tas de choses comme ça qui explosaient. Et par exemple, il y a une dame qui m'a vraiment marquée. Je l'appelais tous les jours, elle m'appelait tous les jours, parce qu'elle était enfermée dans une chambre et son mari à côté, son mari violent à côté. Elle était enfermée avec les enfants qui devaient étudier via Internet, donc elle ne pouvait pas quitter ce logement. Et les entrées dans les maisons d'accueil étaient gelées, c'était plus possible. Et donc, elle a tenu le coup comme ça avec le lien. Et à la sortie du confinement, elle a pu rentrer dans une maison d'accueil avec ses enfants et entamer la séparation et tout ça. Mais ça a été le cas, peut-être un des cas qui m'a le plus marqué. On maintient un jeune dans sa famille, alors que la famille est fragile et en difficulté. C'est tout le dispositif qu'il y a autour qui permet de faire en sorte que le jeune s'en sort. Il va à l'école, il va au match de foot, il va faire du ping-pong, il va faire du scoutisme, et des services d'accompagnement viennent à la maison pour le jeune, pour leurs parents. Quand on enlève tout ça, quand le jeune est 24 heures sur 24 avec ses parents, dans des intérieurs pas tout à fait vastes et avec des moyens limités, on signe un problème supplémentaire, évidemment. Il n'y a plus le foot, il n'y a plus le regard extérieur. On sait aussi que le suivi de l'école à distance a constitué vraiment un enjeu majeur pour ces publics-là qui ne sont pas toujours équipés, qui sont même rarement, on va dire, équipés pour suivre l'école, accompagner les enfants dans le suivi de l'école à distance, et pour les plus âgés, les étudiants, énormément de jeunes de familles plus précaires ont dû en fait arrêter leurs études, d'une part parce qu'ils avaient perdu par exemple leur job d'étudiant qui leur permettait de subvenir à leurs besoins, et d'autre part parce que leur lieu de vie ne permet souvent pas de suivre l'enseignement à distance de manière correcte. Il y a toute cette détresse, toute cette solitude, ces pertes de repères qui sont énormes. La personne âgée avait par exemple son infirmière le lundi, son aide familiale le mardi, le kiné le mercredi. Mais ici, comme tout ça a été terriblement chamboulé, la personne n'a plus cette semaine qui était organisée, qui était rythmée. Et donc, perte de rythme, perte de repères, perte d'autonomie. Et on est dans un syndrome de glissement qui fait que la personne déraille et personne ne s'en rend vraiment compte. Une pédopsychiatre nous expliquait aussi, dans ses visites à domicile, se retrouver avec des familles dont les enfants n'étaient plus sortis depuis 6 à 8 semaines, plus sortis de la maison, des parents qui craquent et qui n'ont pas d'autre solution que de craquer avec leurs enfants autour. Donc oui, je pense qu'il ne faut même pas... ce sont des situations qui sont tellement dures qu'elles touchent une intimité en fait de ces familles, de ces gens, qui est, je trouve, difficile d'étaler. C'était déjà pas évident avant, mais que le problème s'est creusé. Moi, je pense surtout, j'ai eu beaucoup de contacts avec des femmes
qui étaient dans des petits appartements, les champignons poussaient sur les murs, elles avaient des petits-enfants, le CPS ne répondait pas à leurs demandes, vraiment un désarroi et une angoisse du lendemain, de comment payer à manger à leurs enfants. Je connais aussi une dame que j'ai en suivi aussi, qui travaillait à temps plein avant la pandémie, propriétaire de son logement, 4 enfants à charge, qui, après la pandémie, a eu une diminution vraiment accrue de son temps de travail et qui était dans la peur de perdre son logement et dans l'impossibilité de nourrir son prêt hypothécaire. Et c'est vrai que des actions, on l'a orienté vers le CPS, mais ce mois-ci, par exemple, elle est toujours en chômage partiel, elle a reçu 800 € du chômage et 50 € de son salaire, ce qui fait qu'elle ne peut pas honorer son prêt hypothécaire, elle ne peut pas nourrir ses 4 enfants et elle ne sait pas travailler non plus. Depuis certainement 10-15 ans, on a vraiment la pauvreté qui est source de surendettement. Donc on n'est pas dans un surendettement qui est lié à une mauvaise gestion du budget, à une consommation effrénée, avec ou sans crédit. C'est souvent l'image qu'on a encore au niveau politique et dans le public. C'est plus du tout ça. On a simplement des gens qui, avec les revenus qu'ils ont, sont incapables de subvenir à leurs besoins et des besoins primaires. On ne parle pas d'aller en vacances, on parle de payer le loyer, le gaz, l'électricité. Et ça concerne de plus en plus des gens qui travaillent. C'est ça qui est aussi interpellant. Les CPS, qui sont de manière générale déjà difficilement accessibles, le sont encore moins. Pour le moment, ça veut dire qu'une situation, par exemple, d'une jeune fille qui vit seule et qui vient pour une question garantie locative, en approfondissant la situation, je découvre en fait qu'elle n'a pas de matelas, qu'elle a juste une couverture pour dormir, qu'elle n'a pas de tac pour chauffer, qu'elle n'avait pas pendant 3 mois de chauffage. Donc tout ça, voilà, c'est des situations dramatiques, mais elle n'est pas non plus en mesure de se débrouiller toute seule et d'aller taper à la bonne porte. Retrouver un logement pendant la crise sanitaire, c'est quasi impossible. Récupérer un revenu d'intégration sociale, ben voilà, les personnes travaillent depuis chez eux et donc tout est beaucoup plus ralenti. Même au niveau des décisions judiciaires, les dossiers ont pris beaucoup plus de temps. Pour passer devant le tribunal d'application des peines, ça aussi, ça a été mis à l'arrêt. Donc toutes les personnes qui pouvaient éventuellement bénéficier d'une libération conditionnelle ou d'un bracelet, c'est des choses qui ont été retardées. J'ai une connaissance qui travaille c'est un exemple, mais dans une banque alimentaire, et il me disait que avec la crise du coronavirus, il y avait dans la file active des profils de gens qu'il n'avait absolument jamais vus. Alors, qu'est-ce que ça nous renseigne? Ça nous renseigne que dans la capitale de l'Europe, quand des gens crèvent de faim, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La situation s'est empirée en général pour la population et donc évidemment en particulier pour les personnes les plus précaires. On sait par exemple que le chômage temporaire a plus lourdement touché les salaires les plus bas, par exemple, donc des personnes qui étaient déjà sur le fil et qui déjà en fait devaient faire appel à de l'aide des services sociaux, de l'aide alimentaire pour boucler les fins de mois, bien souvent ont basculé. Et donc les réalités de la rue, elles se sont durcies. Donc les personnes se sont retrouvées isolées, n'ayant plus accès aux services d'aide et de soins classiques. Pendant le confinement, c'était assez particulier parce qu'il n'y avait personne en rue sauf les publics précaires et on sentait une tension vraiment importante, avec aussi des personnes qui nous disaient que ça devenait difficile d'avoir un peu d'argent parce qu'il n'y avait plus personne en rue, donc plus possible de faire la manche. Comme je disais, plus d'accès aux services élémentaires et donc voilà, une grande frustration de leur côté, de notre côté, et beaucoup de colère. Nous, par rapport à notre activité de travail de rue, ce que nous avons constaté lorsque les différents services ont fermé, c'est une dégradation de la santé physique et psychique des usagers. Quelque chose de dramatique qu'on n'avait jamais observé, en tout cas aussi vite. Quand on a réouvert l'accueil ici, on a vu des complications au niveau des soins de santé extrêmement importantes, des gens qui arrivaient ici dans des états complètement délabrés parce qu'ils étaient en rupture de soins pendant plusieurs mois. En effet, le public
qui s'adresse à nos services est un public particulièrement fragile. Probablement qu'il y a encore des publics très très fragilisés qui n'arrivent pas jusqu'à nos portes, et c'est d'ailleurs aussi une grande préoccupation, c'est tous ces publics invisibles qui ne parviennent pas jusqu'à la porte des services sociaux et encore moins des CPAS ou d'autres services.